L'idée avec cette présentation, c'était un échange vraiment ouvert dans lequel il puisse partager son expérience d'entrepreneur. Je pense que c'est un modèle à suivre, c'est assez intéressant. Dans un cadre qui n'est pas reconnu pour être un cadre qui favorise l'entrepreneuriat et la culture de l'innovation, le Congo, on est plus pour le pétrole que pour l'innovation en matière de nouvelles technologies. Il a quand même il a suivi un cursus classique au Congo. Il nous racontera tout ça. Il a vu une opportunité, il y a cru, il l'a poussé. Et aujourd'hui, il se retrouve à la promouvoir, à en avoir fait une réalité. Aujourd'hui, la tablette existe. C'est pas un mythe, c'est pas un rêve, c'est quelque chose de réel. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On ne le dit pas assez souvent. Mine de rien, l'iPod est monté à 80% par les équipes de Samsung en Corée. On a beaucoup attaqué Véran parce que le montage était fait en Asie. Il ne fait que faire un modèle d'industriel qui aujourd'hui est celui qui dirige l'industrie. La conception, par contre, il a travaillé. L'OS, enfin, il nous en parlera. J'ai pu jouer un peu avec la tablette et j'étais assez impressionné de voir le Véron Store qui est sur l'application. Un défi pour nous, par contre, c'est d'alimenter ce store d'applications locales, d'applications qui vont parler au quotidien. Il a voulu faire une tablette qui soit accessible. Il a créé un mouvement, parce qu'aujourd'hui on voit d'autres tablettes commencer à émerger. Peut-être moins réfléchies d'ailleurs, parce qu'elles sont sorties assez rapidement, je trouve. Mais ça, on verra, on va pas toucher. Donc je vais lui laisser la parole. Il a souvent été décrié, il est aussi loué par ailleurs. Véron Mango, du Congo, avec nous. Bonjour tout le monde, bonsoir. Vous savez, quand je suis rentré, j'ai vu tout le monde là, ça me fait toujours penser, à chaque fois que je fais une présentation, je commence toujours par raconter cette histoire. En 2009, au Congo, il y avait une école supérieure qui organisait des sessions, des jeunes qui avaient des projets, qui viennent, qui présentent leurs projets et tout. Et donc, dans la même, c'est un peu comme ici, il y avait plusieurs salles. Il y avait 4 salles, il y avait une vingtaine de jeunes qui devaient présenter leur projet en 5 heures. Donc chacun avait une salle, il était positionné dans une salle, il devait présenter son projet, en une partie, il faisait passer, on va discuter autour de l'autre, ainsi de suite. Et malheureusement pour nous, qui étaient inconnus à l'époque, c'est qu'il y avait toujours des gens qu'on suit parce qu'ils ont un projet qui tue un, qui leur a pour un truc de ce genre. Et donc quand moi je suis arrivé, je suis rentré dans la salle, il y avait personne. Il y avait que celui qui devait faire la modération et moi. Par contre, dans les autres salles, c'était rempli, ça se battait pour rentrer. Chez moi, il n'y avait personne. Parce qu'il avait présenté le concept ici. Je suis resté, j'ai attendu 5 minutes, il y a une personne qui arrive qui s'assoit. Je dis bon, ça commence à arriver. 7 minutes, il n'y avait toujours personne. J'ai attendu 10 minutes, il n'y avait toujours personne. Je me suis dit bon, mon temps va passer, il faut mieux que je parle à la personne qui est en face de moi. Alors je me suis levé, j'ai commencé à faire ma présentation. Il n'y a qu'une seule personne, à part la personne qui devait faire la modération. Et donc, slide par slide, au bout d'un certain temps, je suis rentré dans le jeu, j'ai expliqué tout. Et à la fin, c'était le dernier slide, je dis merci, je rencontre mon frère qui était à côté, je dis merci. Même si tu es tout seul, c'est pas grave, j'espère que tu as compris le concept. Et tu me dis, ah non, t'inquiète pas, moi je suis celui qui devait passer après toi. Quand je passais ça, le maire, il y a plus d'une personne, je suis quand même heureux parce que j'ai quand même fait du chemin depuis lors. Je me présente, je suis Véron Mango. J'ai créé une entreprise en 2009, une entreprise qui a mis sur le marché une tablette tactile, comme ici. Une tablette tactile qui s'appelle Oici, et il se trouve que c'est la première tablette tactile conçue par un Africain, j'en suis honoré. Je vais commencer d'abord par vous présenter la tablette, pour ceux qui... Deux fois. Qui ont peut-être entendu parler, mais qui n'ont Est-ce qu'il y a ici dans la salle quelqu'un, vous connaissez plus ce qu'une tablette tactile, je suppose. Vous
avez déjà tous travaillé avec une tablette. Donc je vais faire passer une tablette ici, je vais faire passer ma tablette de l'autre côté, vous pouvez voir avec la facilité. J'ai oublié de charger les tablettes malheureusement. Donc voilà, c'est même trop cool pour moi que tout le monde puisse comprendre c'est quoi une tablette. Alors ici c'est une tablette tactile de 7 pouces. Rien que par la taille de son écran, vous comprenez, ceux qui sont fans de l'iPad, ils comprennent que c'est plus petit que l'iPad. Enfin c'est un facteur. Donc la tablette elle a 7 pouces, elle a un microprocesseur qui a une fréquence de 1,2 GHz. Le microprocesseur est fourni par une entreprise coréenne qui s'appelle Telchip. Elle a un écran de 7 pouces mais à une résolution de 800 par 480. Pour la petite histoire, l'écran, c'est des nouveaux qui me fournissent là. Elle a une mémoire de 512 de RAM, 4 Go d'espace disque. Et pour tous ceux qui sont aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois que vous pouvez ça dans une clé USB, il y a des tablettes qui ont plus que ça. Cette tablette aussi extensible, c'est-à-dire que si vous avez une carte mémoire jusqu'à 32 Go, vous pouvez ajouter. C'est quelque chose quand même que j'aime préciser parce que sur beaucoup de tablettes on ne peut pas faire ça. Vous pouvez ajouter de la mémoire et même pour ceux qui veulent encore plus de mémoire, ils peuvent utiliser leur clé USB et même un disque externe dessus. Cela est pris en compte facilement. Donc quand je disais 4 Go, les gens peuvent penser que c'est très petit, mais c'est pas aussi petit que ça parce que quand on se dit que dans 4 Go on peut mettre jusqu'à 400 MP3, on peut mettre jusqu'à 4 films HD et on peut mettre jusqu'à 3500 e-books. Simple. Je dis bien 3500 e-books. C'est quand même que si c'était des livres imprimés, on aurait pris toute cette salle. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle pouvait supporter 4 films HD parce que son microprocesseur qu'on a utilisé a un GPU pour processeur graphique très puissant qui permet de lire les vidéos en HD dessus comme si on était avec une TV. Pour la simple raison, ceux qui ont déjà fait l'expérience de lire des films au format 1080p sur leur ordinateur ont souvent eu la malchance de voir un film et que le son passe avant l'image. C'est très frustrant, vous entendez un coup de feu, après vous savez pas encore qui des deux va tomber, et là vous tombez après. Donc on n'a pas ce problème-là, malgré que l'écran est petit, il lit ça de manière très fluide parce que son microprocesseur est très puissant qui permet d'atteindre cela. Et donc ce microprocesseur puissant qui permet aussi de jouer dans des jeux full 3D très facilement, de manière très fluide, et aussi par son système d'exploitation qui est un système Android développé par Google. Peut gérer les formats flash. Je vous tiens aussi bien à préciser ça parce que la tablette leader sur le marché ne lit pas les formats flash. Vous devez certainement le savoir. Donc en gros, cette tablette qui est là, elle a jusqu'à 6 heures d'autonomie. Ça dépend de l'utilisation. C'est pour ça que je dis jusqu'à 6 heures d'autonomie. Et si vous le consommez, vous êtes sur une application qui consomme beaucoup le processeur, il peut faire jusqu'à 4 heures. Mais par contre, si vous êtes par exemple sur une consommation normale, vous pouvez atteindre jusqu'à 6 heures. Ce que je pense déjà intéressant. Seulement comment je peux dire de 10 heures à 16 heures sur le tablette, c'est quelque chose d'intéressant quand on sait que c'est sans charge. Bien. Je quitte un peu le volet technologique pour vous parler un peu de l'histoire du projet. Comme on l'a présenté tout à l'heure, j'ai fait tout mon cursus scolaire. Bon, il n'est pas aussi long, je me suis arrêté un bac puisque j'ai fait mon cursus à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et le jour où je faisais ma soutenance pour mon bac, puisque c'est le networking hardware, donc maintenant c'est réseau. Il y avait dans la salle un DG, en fait un directeur technique, un fournisseur d'accès à Internet au Congo-Brazzaville. Et j'avais fait une présentation qu'il avait vraiment aimé. Et avant même qu'on me note, avant même que je puisse savoir quelle était ma note, il est venu vers moi, il m'a félicité, il m'a dit, il m'a donné sa carte, je suis directeur technique de Alec Telecom, viens me voir de mon bureau, tu commences ton boulot. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant pour moi. Dès l'instant où je quittais le monde de l'école, je me retrouvais déjà chez un employeur. Et c'est là où est venue en fait, l'idée de la tablette. Parce que, voyez-vous, nous étions en 2006. En 2006, Internet coûtait cher. Je ne sais pas si vous avez la fibre optique depuis quand, mais nous, jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore la fibre optique. Tout vient par ça peut comprendre que la connexion coûte très cher. Et donc, en 2006, la connexion coûtait très cher, et les ordinateurs aussi. Et les commerciaux de Alink, à l'époque, quand ils allaient sur le terrain, ils avaient cette difficulté-là d'avoir dessus tout le monde parce que la connexion coûtait très cher, l'ordinateur coûtait très cher. Et pendant plusieurs réunions, ils nous balançaient toujours ça. Quand on dit, bon, quelles sont les difficultés que les deux équipes rencontrent? Ceux d'Alink disaient toujours chez nous, plutôt les commerciaux disaient qu'on a un problème, les gens se plaignent que la connexion est chère, est-ce qu'on ne peut pas baisser les prix, ils se disent que les ordinateurs, le matériel informatique coûte cher et tout.
Et là, un jour comme ça, je me dis, mais et si on concevait un ordinateur qui pouvait permettre aux gens d'avoir accès à Internet à un prix, on va dire, accessible au plus grand nombre. Comme ça, vous n'aurez plus de problèmes. L'idée a fait rire tout le monde dans la salle, parce que pour la petite histoire, bon, c'est peut-être des techniciens qui sont tous vieux, hein. C'était tous les jeunes qui venaient d'arriver, tout fraîchement sortis d'école, et donc cette idée-là, ça a tous fait rire, ils se sont dit que ben voilà, c'est encore un jeune, il va apprendre à comprendre qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais moi, j'aime bien les challenges, ça. Je ne me suis pas arrêté là parce que je me suis dit que ça peut être une très bonne idée aussi. Vous imaginez un ordinateur moins cher pour avoir accès à Internet, j'ai commencé à réfléchir dessus. Et l'idée de départ, c'était d'avoir un PC desktop pour avoir accès à Internet et chercher comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça puisse, le prix puisse baisser. Et là, j'ai eu un grand souci parce que chez moi, au Congo-Brazzaville, en 2006, on avait des problèmes d'électricité. Je me suis dit, à quoi servait de mettre un ordinateur, on pouvait utiliser le compte, il n'y a pas de compte, on n'utilise pas. Alors l'idée un peu migrée, c'est devenu un ordinateur desktop toujours, mais avec une batterie assez impressionnante dedans pour pouvoir l'utiliser quand il n'y avait pas de courant. C'était une mauvaise idée parce que je voulais un truc mobile, la mobilité, quelque chose qu'on peut suivre, qu'on emmène un peu partout. Et donc l'idée du PC très lourd n'était pas vraiment intéressant. Et là j'ai commencé à réfléchir, donc le projet est passé sur un ordinateur portable qui répondait bien à mon besoin de mobilité. Mais il se trouve qu'un ordinateur portable, c'est pas aussi simple à faire. Croyez-moi, parce que il y a des ordinateurs portables qui, pour vraiment arriver jusqu'à un sondage final, il y a près de 300 fournisseurs qui passent par là. Et ce sont des projets très lourds. Donc j'ai commencé à réfléchir sur le projet d'ordinateur portable avec ses plus, avec ses moins et tout, jusqu'à ce qu'un jour, en juin 2007, je suis en train de dormir, j'oublie jamais cet instant, quelqu'un m'appelle, un ami m'appelle parce qu'il savait que j'étais très fan de technologie. Il me dit, Véron, zap, mets Euronews. Quand je mets Euronews, c'était l'information à la une ce jour-là. On montré Steve Jobs qui présentait son iPhone. Et quand il présente l'iPhone, il présente en disant que voilà, il n'y a plus de clavier, tout se passe avec l'écran, pas de souris, c'est plus simple, c'est plus ergonomique, c'est plus facile à utiliser. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un bon iPhone, comme ça. Pas de problème de clavier, pas de problème de souris. Ce que je veux, moi, c'est un gros iPhone. Sans le savoir, le gros iPhone, c'était la définition d'une tablette. Et donc, depuis 2016, le projet est devenu une tablette. Et de 2000, je dis, en fait, c'est là que j'ai fait maintenant sérieusement ça. Ça ne suffit pas pour pouvoir arriver jusqu'à un tel projet. Donc, moi, j'ai su ce que je voulais faire. J'ai passé 3 ans, pratiquement, à réfléchir un peu sur ça, faire de la recherche. Tout ce qui concernait le secteur, je me suis vraiment approprié ça. Juste une petite histoire, d'octobre 2007 à, je pense, juillet 2009, j'ai déjà participé en Asie du Sud-Est pour ce projet. Ça m'a pris vraiment tout mon temps. Et quand en fin 2009, j'ai vraiment eu tout ce qu'il fallait, je savais maintenant ce que je devais faire. J'avais le plan, je savais tout, j'avais un peu rencontré tout le monde, je savais maintenant comment je pouvais le faire. C'est posé un grand problème. Et je pense que c'est le problème que tous, ici en Afrique, nous avons, quand on a un projet qui est fini, et tout, c'est le financement. L'argent, je trouve l'argent. C'était simple, je connaissais beaucoup de gens qui avaient de l'argent, qui savaient bien. Si ça va, tout le temps, qui de temps en temps vous motive, que si j'ai un bon projet, vous venez nous voir et tout. Enfin, ça, c'est ce qu'on vous dit que quand vous n'avez pas encore de projet. Donc, moi, j'ai eu un projet, je suis reparti super peu. Nada. Je vous assure que c'était la période la plus frustrante de ma vie. Parce que tout celui d'abord avait l'argent qui pouvait me soutenir sur ce projet, on dit non, clairement. Mais d'autres m'ont demandé si je fumais. Bon, les expressions comme ça, j'en ai eu toutes les. J'ai tout entendu. À chacun son expression pour justifier son lettre de nom. Il y a des problèmes ou quoi. Bon, personne ne comprenait en fait mon intérêt avant de vouloir lancer quelque chose qu'on ne connaissait pratiquement pas en 2009. C'est vrai que l'iPad est venu changer la donne, mais c'était en 2010. En 2009, il n'y avait pas d'iPad, il y avait peut-être des tablettes, mais c'était avec des tablettes Windows, avec Stylé, tout, c'était pas encore ça. Donc quand moi je suis venu, j'ai dit bon, on va utiliser ça avec les doigts et tout. Vous savez, quelqu'un qui est fan du clavier ne se voit pas avec les doigts en train de toucher les coins. Heureusement que les tablettes ont renversé la main. Donc, quand j'expliquais ça aux gens, tout le monde m'a dit non. Autour de moi, personne n'a pu me soutenir. J'ai décidé donc d'aller dans les banques. Essayer de faire un peu du networking, connaître un peu les DG des banques et tout. Je pouvais rencontrer un DG d'une banque, par exemple, un soir. Tu lui parles du projet comme ça dans un fast-food qui passe sur moi. Tu sais qu'il va passer là, tu te pointes là, tu l'attrapes, tu dis non, j'ai un tel projet, tu te dis mais ton projet il est bon, écoute, tu m'apprends, regarde, moi c'est mon bureau.
Je suis pas avec, il demande qu'il appelle ses secrétaires, il me dit que si que j'ai vu hier, là, s'il arrive là, tu le reçois pas, tu dis que je suis pas là. Donc du coup, le même DG pendant une semaine, mais tu as des trucs comme ça tout le temps, pas les mêmes personnes, tu reviens, ils sont jamais là. Et ça aussi c'était frustrant parce que je me rappelle une fois, je suis allé enfin voir un DG, après je pense 7 ans nouveau. Je me suis dit, il a quand même voulu me recevoir parce que c'était devenu agaçant pour lui. On lui dit qu'il y a monsieur, il y a Véron qui attend, il me reçoit, je lui explique tout le projet, tablettes tactiles, on peut faire un prix accessible, que les gens puissent avoir accès à la technologie et tout. Le gars me dit, petit, tu sais, j'ai 30 ans dans le métier. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, je suis dans les banques. Et bientôt, je vais aller à la retraite. En 30 ans, j'ai tout vu, j'ai vu tous les projets passer. Et je peux te dire que ton projet ne va jamais marcher. Crois-moi, tu devrais mieux te concentrer à autre chose, concentrer sur ton job, plutôt que de vouloir lancer une telle tablette. J'aurais pu avoir une parcelle, j'aurais investi pour aider de construire ton hôtel ou ta boutique. Mais ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, quand vous êtes à la recherche de quelque chose, vous rencontrez quelqu'un qui est très grand, que vous connaissez, que vous, je ne sais pas, c'est lui le leader, quoi. Il a la plus grosse banque au pays, il vous dit qu'il a 30 ans d'expérience et que ce projet doit pas marcher. Vous êtes mort moralement, la vie pose, le chemin que vous courez est très loin, la maison est très loin, c'est comme ça. Mais je n'ai pas arrêté, je n'ai pas arrêté, j'ai continué à chercher. Je suis allé voir les ONG qui disaient qu'on soutient les projets des jeunes et tout. Je suis allé voir les ONG, et là aussi je me suis rendu compte d'une chose, et ça aussi c'était très frustrant, les conditions qu'il fallait remplir pour avoir accès à ce financement-là, croyez-moi, mais l'accès au paradis c'est même plus simple. Parce que quand j'ai vu le document qu'il fallait comprendre sur le temps nommé, et tout ce qu'il fallait avoir, non, c'était pas pour nous. Je ne sais pas qui est-ce qui a déjà obtenu un financement, une subvention facile chez des ONG. En tout cas, moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Et donc, je suis resté là, j'avais toutes mes cartouches, j'avais utilisé toutes mes cartouches, je n'avais plus rien. Je me suis dit, bon, plutôt que d'attendre quelque chose qui va arriver, qui a du mal à arriver, je vais lancer, je vais créer mon entreprise, je vais créer VMK, d'abord comme ça. Je vais essayer un peu de faire tout ce que je peux pour faire rentrer l'argent dans la boîte. Et ça a réussi parce que j'ai lancé mon entreprise en fin 2009. 2009-2010, mon pays avait beaucoup de grands événements où il y avait des grands budgets de communication. Et malheureusement, ces événements, il n'y avait pas encore des... Il n'y avait pas vraiment de web designers ou une web agency qu'il fallait quoi. Et donc quand j'ai commencé, j'ai ciblé ce secteur de web agency, ça marchait pour moi parce que la majorité des grands événements qui sont faits au Congo, on m'a contacté pour travailler dessus. Ce qui fait que cet argent qui est rentré, ça m'a permis de financer le projet de la tablette. Le projet de la tablette, il a quand même coûté 85 000 €. Il m'a fallu 18 mois pour lever ces fonds-là. Et même quand j'ai levé ces fonds-là, je n'ai pas pu tout lever. Je suis arrivé à un moment où je me suis arrêté. Et ce qui était intéressant, c'est que l'usine qui devait faire la sondage de la tablette en Chine croyait tellement mon projet que quand j'avais plus d'argent, ils ont accepté de prendre la relève pour que je rembourse quand j'aurais de l'argent. Et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Et ça m'a permis d'avancer. Mais tous ces fonds que j'ai pu avoir un peu au Congo avec le marché, ce que les Chinois m'ont prêté, m'a permis d'avoir que 2 tablettes, les 2 premiers prototypes. Il n'y avait que 2 tablettes. Et donc, pour que le projet puisse atteindre le marché, il fallait en produire beaucoup plus. Et là, il fallait encore avoir beaucoup d'argent. Je me rappelle encore de la période frustrante qu'il y a eu avant d'avoir les premiers marchés et tout. Je me suis dit, c'était vraiment de l'argent qui me dépassait. Je me dis, je ne sais pas comment je vais avoir ça. En gros, le projet était mort. J'avais les 2 tablettes. C'est vrai qu'il marchait. L'iPad que j'ai commencé à réfléchir au projet avant que l'iPad puisse sortir. L'iPad est sorti avant moi, en 2010. Et jusqu'en 2011, l'iPad est encore sorti. Je suis là, en train de regarder, tout en train de passer là. Alors que peut-être que si j'avais pu lancer mon projet avant, qui sait, peut-être on aurait peut-être réussi à changer la donne, je ne sais pas. Donc j'ai vu tout passer. Et heureusement pour moi, quand j'ai commencé à parler de ce projet, quand j'ai commencé à voir ce projet, je bloguais dessus. Et mon blog, petit à petit, a commencé à avoir beaucoup de visiteurs, des gens venaient. Et quand les gens voyaient que c'était intéressant, ils partageaient. Ils s'échangeaient des liens, on commençait à ajouter dessus. Et en s'échangeant des liens, un journaliste du Time Magazine est tombé sur ça. Et surtout qu'il faisait un dossier sur l'Afrique en général, il était ici et tout. Et il en a parlé dans son dossier. Toujours coup de chance, j'avais un ministre chez moi qui était à Singapour en mission. Et là, il devait rentrer à Plaza. Pour rentrer à Singapour, par exemple, il n'y avait pas de vol direct, donc il était obligé de faire
Singapour, Paris, Brazzaville. Il y en avait au moins pour une bonne vingtaine d'heures. Vous savez, pour des vols comme ça, si vous n'avez pas quelque chose pour vous occuper, vous ennuyez grave. Heureusement pour moi, il était en première classe. Heureusement pour moi aussi qu'en première classe, on offre des magazines aux gens. Et le Time était sorti à cette semaine-là, et le Time il était là. Et donc le gars a commencé à lire, le ministre a commencé à lire jusqu'à ce qu'il est tombé sur l'article TIC. Il aime bien le TIC aussi. C'est pas le ministre TIC, mais il aime bien le TIC. Et il est tombé sur le paragraphe qui parle d'une tablette en cours de construction au Congo, un projet, une histoire comme ça. Il n'en revenait pas, qu'il y avait un tel truc au Congo, il n'avait jamais entendu parler de ça. Et quand il est rentré, ça c'était l'époque où on avait nos deux prototypes, on n'avait plus rien. Quand il est rentré, il a envoyé ses petits aller jouer, on va dire, un peu des éclaireurs, quoi, venir nous voir, faire comme si c'était monsieur tout le monde. Ah tiens, j'ai entendu parler de votre projet, comment ça avance? Questionner, il est venu chez nous, il a un peu vu, on a posé tout. Il s'est rendu compte que c'était un vrai projet. Et il est parti dire, il est parti rendre compte que, ah, apparemment, les petits sont en train de faire un truc très sérieux. Et le ministre nous a appelé, m'a appelé personnellement, il m'appelle, il me dit, Fiston, tu peux passer chez moi au bureau. Je suis parti chez lui et je lui ai expliqué encore tout le projet. Il n'en revenait pas, j'avais les deux tablettes avec moi. Il a testé tout. Il m'a dit, est-ce que tu peux me donner une tablette, je te ramène ça demain, je veux juste aller utiliser à la maison, un truc comme ça. En fait, ce qu'il n'avait pas voulu me dire, c'est qu'à la fin, le rendez-vous suivant, le nôtre, c'était le ministre des Finances qui devait venir nous voir. Et comme lui, c'est un ministre d'État, le ministre des Finances sont de secouer. Et ils sont arrivés là. Il en a parlé au ministre des Finances. Regarde ce que le petit fait. Le petit a besoin que de ça pour aller en production. Il serait intéressant pour lui de trouver des financements. Et le ministre des Finances aussi a utilisé, il a dit, ah, ça c'est intéressant. Et c'est comme à la portée de financement. Et donc, quand le lendemain, je suis revenu pour prendre la tablette et vous donne la tablette en me disant, va au ministère des Finances, l'argent de la production t'attend. C'était intéressant pour moi. Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'argent des banques, c'est vrai que je n'ai pas eu l'argent de mes proches, des gens que je connaissais qui avaient beaucoup d'argent, qui ont toujours beaucoup d'argent, ils n'ont pas cru en ça. Je n'ai pas eu l'argent des ONG. Mais je me suis battu d'abord pour avoir l'argent. Et quand j'ai eu l'argent, j'ai eu, comme ça, le miracle est tombé, j'ai eu l'argent pour rentrer en production, et la tablette est disponible au Congo Brazzaville et en France depuis janvier. En gros, c'est ça l'histoire de la tablette. Donc, ce que j'aimerais, sur certains points, comment je vais revenir, c'est, premièrement, dès 2007, je savais ce que je voulais faire. Dès 2007, quand je suis que c'est une tablette, c'est un gros iPhone que je veux faire, je me suis formé dessus. J'ai commencé à rechercher. Mais je vous assure que, et ça tombe bien, la technologie RSS, pour ceux qui connaissent, ça a commencé à se développer aux années 2004. Donc en 2007, tous les sites pratiquement vont donner une possibilité de suivre les flux RSS. Ce qui fait que j'étais abonné jusqu'à 300 sites RSS. Donc j'avais un logiciel RSS Conti, certains doivent connaître, où vous vous inscrivez selon vos RSS, chaque jour vous allez voir ce qui se passe. Donc vous imaginez que parfois son site il pouvait te bombarder jusqu'à en moyenne 10 articles par jour par site. Et quand il fallait suivre tout ça, donc je passais des jours et des jours devant mon PC, rien qu'en train de lire tout ce qui était en train de se faire, parce que là je pouvais avoir quelque chose qui pouvait me donner une piste. La simple raison que, vous savez, un ordinateur est plus complexe, était un truc complexe, pourquoi? Parce que sur un ordinateur, ça c'est une parenthèse, sur un ordinateur vous avez une carte mère. Sur la carte mère, on a posé un microprocesseur qui gère les calculs et tout. Il y a une autre puce graphique qui gère tout ce qui est graphique. Pour gérer tout ce qui est clavier, il y a un autre truc qu'on pose sur la carte mère pour gérer la souris. Donc tous les autres périphériques qu'on se retrouve dans un ordinateur, c'est géré, on va dire, en module. Ce sont des modules qui les gèrent. Et le truc intéressant, dans mon histoire, en fait, c'est ça qui m'a bloqué. Je ne savais pas comment tout mettre, tout ça dans une tablette, jusqu'à ce que j'ai découvert qu'il y avait des puces, ce qu'on appelle les systèmes on chip, où en un seul microprocesseur, les ARM, tout se trouvait dedans. Que ce soit la gestion des entrées-sorties, la gestion de cartes graphiques et tout. En gros, cette découverte, c'est grâce au flux RSS que j'ai connu cette technologie, qui est devenue aujourd'hui, les ARM ils sont même en train de... On ne sait pas, peut-être que s'ils continuent comme ça, les systèmes ARM vont battre dans 5 ans. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis concentré dessus. Et donc je savais déjà ce que je devais faire, je savais où est-ce que je partais. Et je me suis juste concentré dessus pour y arriver. Donc la première chose que peut-être chacun m'a tiré ses conclusions, mais pour moi c'est que j'ai su tôt ce que je voulais faire. Et c'est très important parce que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup. À part l'informatique, et c'est dans ce projet qu'à part l'informatique, j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai commencé à lire tout ce qui tourne autour. Et
Vous savez, je peux vous citer par exemple Steve Jobs. Steve Jobs, dès qu'il a eu son bac, il a arrêté l'école parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. C'est vrai qu'il n'avait pas encore trouvé le bon deal. Dès qu'il a arrêté l'école, il a commencé à faire n'importe quoi, à se droguer et tout, mais il savait où est-ce qu'il partait. Je peux vous citer Bill Gates. Bill Gates, quand il a eu son diplôme, il est rentré à Harvard, la deuxième année, il est sorti parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Il est parti créer son entreprise. Et je peux encore prendre un cas plus récent. On a vu Mark Zuckerberg, dès qu'il a eu son idée de Facebook, il a laissé l'école, il était à Harvard, il a tout laissé, il est parti se concentrer sur son projet. Il y a même mieux que, bon, c'est vrai que ceux de Google a été quand même assez avancés avant de laisser pour se concentrer sur leur projet, mais eux aussi, ils ont laissé que quand ils ont eu le projet qu'ils avaient. Donc, ce que je dis, c'est que ce que je vais dire, ce n'est pas que quand vous avez le bon projet, vous pouvez tout laisser pour vous concentrer dessus, mais c'est que moi, le fait de savoir très tôt ce que je voulais m'a permis de concentrer toute mon énergie sur ça, pour que ça marche. Mais ça n'a pas suffi. Ce qui était intéressant, c'est que c'est de la passion qui m'animait. Voyez-vous, quand vous allez voir des gens vous demander un financement et qu'on vous dit non, mais ce n'était pas seulement c'est une succession de non, 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 non. Vraiment, pour continuer sur cette lancée-là, il faut vraiment avoir de la passion. Parce que la passion, c'est quelque chose qui peut vous faire, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous vous réveillez à minuit, toujours sur cette chose-là, et vous continuez à travailler avec passion, sans même qu'on vous impose quoi que ce soit. Moi, je compare la passion, c'est un peu comme, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Chez moi, je compare la passion avec un employé du privé, un fonctionnaire. Le fonctionnaire, chez nous, quand il arrive au boulot, bon, ça dépend des fonctionnaires. Mais un autre que quand tu les vois travailler, tu sais que tout ce qu'ils espèrent, c'est qu'ils puissent être 14 heures pour qu'ils rentrent chez eux à la maison. Alors que celui qui est dans le privé, pas plus aussi, c'est à dire que quand ils sont là, même quand il est 17h chez moi, par exemple chez VMK, l'heure de. On finit à travailler à 17h, mais jusqu'à 20h, les techniciens sont encore en train de travailler. Moi, je considère que c'est ça la passion. La passion fait que c'est vraiment ce que toi tu aimes faire, et quand tu te mets dessus, tu ne vois plus le temps passer. Et parfois, ça, les obstacles ne peuvent plus t'empêcher. Et quand on me disait non, ça ne va pas marcher, tout le monde, mais c'est pas que d'autres me disaient juste pour m'arrêter ou parce qu'ils ne voulaient peut-être pas que ça marche. Non, les gens peuvent te dire ça, c'est parce qu'ils se disent que tu suis un truc qui n'a pas de chance de marcher, plutôt que de perdre ton temps, de donner un conseil, quoi. Hein, passe à autre chose. Mais moi, je n'ai pas arrêté. La passion a continué à faire ce que je puisse continuer. Et même quand j'avais tous les projets, avec la passion, je savais ce que je voulais. Quand le projet il est fini, il y a eu autre chose. J'avais peut-être le savoir-faire, mais je ne savais pas le faire savoir. Et c'est ce que j'ai remarqué, parce que quand j'allais chez les gens, je parlais d'intérêt, je parlais trop technique. Peut-être c'est ce qui faisait fuir les gens. Et c'est là où ma passion pour la lecture a commencé, parce que j'ai commencé à acheter des livres. Je savais ce que j'avais en plus, je savais ce que j'avais. En fait, je me suis miré. J'ai vu mes avantages et mes inconvénients. J'ai cherché à transformer les inconvénients en avantages. Je savais que j'étais nul, plan commercial, communication. Bref, j'ai commencé à bosser dessus, j'ai commencé à beaucoup lire, et vraiment beaucoup lire, me former. Tout ce qui pouvait me permettre de mieux partager mon savoir-faire, je suis allé dans ce sens-là pour être un meilleur moi-même. Donc j'avais peut-être la connaissance, j'avais peut-être la passion, mais ça aussi c'est un blocage parce que, et je me suis rendu compte à la fin que je n'étais pas le seul, parce que quand tu voyais les techniciens ou les développeurs, ils sont peut-être bons dans leur métier, mais qu'ils vous parlent de leur projet, parfois vous êtes perdu. Ils commencent par là, ils passent par là, à la fin tu dis mais oui, bon, juste pour faire plaisir, oui, c'est un bon projet, mais tu n'as rien compris, toi-même parfois tu es technicien. Donc moi pour éviter ça, j'ai commencé à faire un peu tout ça pour pouvoir être plus crédible aux yeux des gens. Et ça a peut-être marché parce que j'ai pu mieux communiquer, j'ai pu mieux faire les choses. Et donc, avec la passion, avec la connaissance sur ce que je voulais faire, avec ce plus que j'ai pu transformer, c'est moi que j'ai pu transformer en plus, je suis devenu un autre moi, et ça m'a permis de faire des grandes choses. Ces grandes choses, c'est quoi? C'est que j'ai pu avoir du financement. Je me suis dit, et toujours dans la recherche du financement, il y a quelque chose peut-être que vous avez pu comprendre tout à l'heure quand j'expliquais. Plutôt que d'attendre, j'ai voulu partir, plutôt que d'attendre qu'on me donne, là, j'ai voulu partir de l'avant. Je suis entré en action. Je suis parti taper partout pour avoir des marchés. Je me suis mis entrepreneur. Voyez-vous, l'entrepreneur aussi, l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'important, même pour les techniciens. Il n'y a pas que des entrepreneurs qui créent des entreprises. Il y a des créateurs d'entreprises qui ne sont pas des entrepreneurs, c'est soit des compassions.
Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on doit voir en soi si on veut aller de l'avant, on veut faire avancer un projet. Moi, je connais des développeurs qui sont entrepreneurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont créé des entreprises, mais comment expliquer? Vous pouvez prendre des développeurs, vous leur dites de faire quelque chose. Celui qui est moins entrepreneur peut faire exactement ce que tu as demandé. Pile poil. Vous pouvez dire à deux personnes, créez-moi un système, par exemple un cours, créez-moi un système pour que les gens puissent échanger entre eux les messages et tout. Un moyen de créer une messagerie simple avec une possibilité d'envoyer vos messages à des amis. Celui qui est entrepreneur va te créer le prochain Twitter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence entre un développeur normal et celui qui a un brin d'entrepreneuriat en lui. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est ce petit truc qui nous permet, je pense, je ne suis pas professeur en management, tout ce que je parle, c'est de mon expérience en moi. L'entrepreneuriat, c'est ce petit truc qui m'a permis, du projet simple qu'il était, ou vague qu'il était, d'arriver à du concret. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des gens qui ont beaucoup de projets, mais n'ont jamais concrétisé aucun de leurs projets. Et ce côté entrepreneurial m'a poussé vraiment à arriver à cela. Voyez-vous, quand j'étais par exemple j'ai eu la malchance d'être toujours tout jeune dans la classe, partout où je passais. Et quand je suis arrivé en première année, quand je faisais mon BTS en première année, autour de moi, il y avait la plupart, la majorité dans la classe, c'était des gens qui avaient déjà travaillé, ou des gens qui avaient déjà fait d'autres formations, ça n'avait pas marché. Ils sont venus en informatique pour pouvoir trouver du métier, du boulot plutôt. Et donc autour de moi, la plupart c'était des chômeurs. Et ceux qui ont erré autour des chemins savent que c'est frustrant parce que vous venez d'arriver de la dernière, vous êtes chaud là, vous rêvez déjà du meilleur boulot. Mais ils vous démoralisent parce qu'ils disent oh petit laisse tomber, ça va pas marcher. Les trucs là c'est compliqué. Et ce qui est bien avec eux, ces chemins, ce sont des chemins à part. Parce que tous, ils voulaient créer leurs entreprises. C'est une fois qu'au début de la première année, j'ai commencé à lire un bouquin à eux, quand ils sont venus en classe, créer son entreprise, être son propre patron, tout ce qui concerne les magazines management. Ça, j'ai commencé à lire. Et c'est ce qui a fait naître peut-être l'entrepreneuriat en moi. Parce que ceux qui disent que dans leur famille, ils sont nés entrepreneurs, moi, j'y crois pas trop, parce que je crois pas que c'est quelque chose qui est génétique. Peut-être que le vieux qui était entrepreneur, pendant que l'enfant est en train de grandir, dans lui donner des conseils, et celui-là a grandi avec ses conseils, ainsi de suite. C'est ça peut-être, ils ont transmis ça, mais je pense pas que c'était une transmission génétique. Donc, vous savez, dans la vie, il y a parfois des petites choses, des petites miettes qu'on laisse dans la vie, et quand ça se regroupe, ça fait quelque chose d'improbable qu'on n'avait pas pensé. Et donc moi, je pense que mon entrepreneuriat, c'est que j'ai grandi avec des chômeurs, des gens qui voulaient créer leurs entreprises, beaucoup ont réussi dans leurs entreprises, et moi, ça me donnait envie, dès le départ, de vouloir aussi me lancer dans l'entrepreneuriat avec mon entreprise. Et c'est vrai que la DABEC, c'est l'initiative la plus connue, mais la première initiative, c'était pas celle-là. En 2006-2004, j'avais créé une entreprise, pas une entreprise, c'était juste une école. À l'époque, les sites web 2.0 commençaient à apparaître, et moi aussi je me suis lancé dans la brèche, j'avais créé un lecteur de flux RSS en ligne, et que j'ai appelé wisica.com. Et à l'époque, quelques blogs français ont commencé à parler de ça, les blogs qui parlaient à l'époque, mais vraiment à l'époque au début. Quand il y avait encore chaque site 2.0, on mettait ça en avant, on a mis en avant mon site. Et donc le truc dans wisica.com, c'était pas seulement un lecteur, mais c'était aussi, il y avait aussi une partie un peu à la Google News, hein, un peu de l'actualité, qui référençait les sites, l'actualité plutôt, thématiquement. Et moi j'avais créé un petit algorithme que je trouvais très simple, que j'ai commencé à modifier, à faire évoluer, qui classait, qui pouvait recevoir une information de près de 10 000 sources et de le classer thématiquement de manière très... Ça marchait quand même. Et quand il y a un blog, je pense que c'était Modern Info ou quelque chose comme ça, j'ai un faux blog à parler de ça, et une entreprise française qui voulait aussi se lancer dans ce même secteur-là. Et quand ils ont vu que mon truc il marchait bien, parce que non seulement que les recherches étaient très pertinentes et tout, mais c'était que du code en PHP, mais c'était vraiment assez impressionnant. Ils se sont dit que plutôt que de redévelopper encore ça à zéro, pourquoi pas acheter ce code-là? Et les gars m'ont consulté pour vouloir acheter ce code, nous étions en 2005. Ils m'ont consulté pour acheter ce code. Bon, moi je ne vais pas prendre ce code, hein, on dit qu'on le fait juste pour le plaisir. Et il me dit non, on veut t'acheter ton code et tout. Pour leur démotiver, je dis ok, si vous avez 10 millions, vous prenez. 10 millions c'est 15 000 euros, ce que j'ai dit, moi c'est que c'était rien. Ils ont dit ok, à juger. Donc voilà, ma première moitié est partie à 15 000 euros. Mais bien entendu, j'ai travaillé avec cette entreprise-là parce que mon code était en PHP, il travaillait en Java. On a fait un peu basculer ça, on a fait le transfert en Java. Enfin, c'était ça ma première initiative. Et quand j'avais ça en tête, c'est quand même motivant, vous savez. Vous êtes élève, vous n'avez rien, 15 000 euros d'homme comme ça, c'est quand même une bonne expérience. Enfin bref. Donc l'entrepreneuriat, chez tout le monde, c'est quelque chose d'important.
Hein? Comme je vous ai dit, le développeur qui fait un logiciel simple qui envoie des messages, c'est celui qui fait le tweaker. On sait tous ce que c'est tweaker. Donc, dans la vie, que ce soit technicien ou pas, il faut la passion. Il faut avoir de la passion pour ce que vous faites. Parce que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, comment on appelle, le fonctionnaire chez moi. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais vraiment, je vous assure qu'il y a vraiment ces fonctionnaires. Quand j'arrive le matin, je le vois, je dis que le gars attend sur moi 14 h pour partir à la maison. Et celui par contre qui est là jusqu'à 20 h, il est en train de travailler parce qu'il sait ce qu'il cherche. C'est la passion qui le fait avancer. Et ceux qui ont lu le discours de Steve Jobs à l'université de Stanford, on se rappelle cette partie qui a dit il faut bien, la première des choses la plus importante de toutes les choses que vous allez faire, c'est de choisir votre métier. Parce que votre métier va vous occuper toute votre vie. Si vous prenez un métier enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va vous gonfler tout le temps, vous serez le plus pressé à y aller à la retraite alors que les autres sont pas pressés pour rester là. Donc, entreprendre, être passionné, soyez des passionnés. Soyez des passionnés. Ça, il faut choisir ce que vous voulez et il faut viser très haut. Quand je dis viser très haut, ça ne veut pas dire que vous pouvez tous construire les tablettes. Non. Viser très haut, c'est pour dire, par exemple, l'agriculteur, là, le gars qui veut faire ses champs. À côté de lui, il y a un gars qui a pris juste un truc de 100 mètres carrés et lui, il prend un hectare. Il n'a pas dit qu'il va remplir ça d'un coup, mais il a pris un hectare parce qu'il sait que pour mon plan d'évolution, je vais arriver jusqu'à ça. Et même s'il n'arrive pas jusqu'à un hectare, le fait qu'il arrivera seulement à 200 mètres carrés, il aurait fait mieux que celui qui est à côté. Il a raté ses objectifs pourtant. Mais parce qu'il a mis la barre très au top, quand il rate son objectif, là où il va tomber, c'est toujours supérieur à ce que les autres ont tombé depuis. Et moi, avec Ataric, c'est ça aussi. Ataric, c'est la petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié le truc. C'est qu'il n'est pas à 100% à la tablette. J'avais visé très haut et je n'ai même pas pu atteindre ça parce que je n'avais pas les moyens. Tout, j'ai clôturé le projet rapidement. Et quand j'ai parlé que j'ai clôturé le projet, la tablette s'est bien vendue quand même et se vend bien. La petite histoire, le premier jour qu'on a mis en vente de bonbons, il n'y avait plus. Il n'y avait plus aucune tablette sur le marché. On a dû gérer les problèmes de logistique et tout, mais c'était quand même quelque chose de très favorable pour moi. Et en résumé, c'est ce que je voulais vous dire sur la tablette, sur Webcam, mais tout à l'heure, mon frère Abugi a dit quelque chose d'intéressant, et ça me fait rebondir sur un point important. Je ne savais pas que la majorité des monstres qu'on voyait dans nos films de Hollywood venaient de l'Afrique. Ça, je ne savais pas. Et quand il a posé, vous connaissez les mythes de vos pays, trucs comme ça, c'est vrai, chez moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je suis plus branché à Canal Sat, à Internet et Internet bien site. Et ceux qui ne sont même pas africains. Je suis plus abonné à tout ce qui est fait de là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de contenu. Si on avait un site qui nous disait ça, je suis sûr que quand il disait est-ce que vous connaissez Adèle, tout le monde levait les mains. Le contenu, c'est quelque chose qui est très important parce que sans contenu, nos téléphones n'utilisent pas quoi. On regarde tous les jours sur Facebook, sur YouTube, sur Google, sur je sais pas quoi. C'est intéressant. Mais là-bas, on y va tous les jours, on ne savait même pas que la majorité des monstres, 98%, venaient d'Afrique. C'est pour ça que le contenu, c'est quelque chose de plus important. Et quand moi je parle de contenu, je peux vous le prouver tout simplement. Si je vous dis qui est-ce qui a fondé Samsung, qui a fondé Nintendo, qui a fondé HP, qui a fondé, je ne sais pas, Intel, Cisco, les marques que vous côtoyez tous les jours, personne n'est capable de me le dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans le contenant. Mais si je vous dis qui a fondé Microsoft, qui a fondé Apple, qui a fondé Facebook, Google et tout ce monde-là, vous allez trouver facilement, parce que c'est le contenu qu'ils ont fait. Et vous allez remarquer qu'eux, ils se sont même plus enrichis que ceux qui ont créé. Celui qui a créé l'Internet, qu'est-ce que je dis? Celui qui a créé le web, à ce centre de recherche du CRNS, n'a jamais touché 10 millions de dollars. Et Facebook vaut 100 milliards de dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a créé, je ne sais pas, celui qui a créé le premier navigateur, c'est vrai que c'est celui qui a créé Internet, le vrai premier navigateur commercial, c'est celui qui a créé Netscape. Il ne s'en sort pas mieux que le gars de Google. Google est multimilliardaire.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le contenu est important, plus que le contenu, parce qu'au fait, on utilise le contenu pour avoir accès au contenu. J'ai peut-être fait la tablette, c'est peut-être ce qui me pousse à être ici devant vous, mais croyez-moi, si vous faites du contenu pour cette tablette, vous serez même plus connu que moi. Parce que vos applications, si ça marche, sont des hitmakers, c'est même sur ça que les gens vont utiliser la tablette. Regardez Facebook aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus sur Internet que pour Facebook. Parce que Facebook a créé quelque chose, a répondu à une question. En fait, c'est ça. Les entrepreneurs répondent à des questions. Des questions. À l'époque, certainement la question de Facebook, c'était comment faire pour aider les gens, pour qu'ils restent connectés, ces choses, ces photos et tout. Il a créé une plateforme. Ma question à moi, c'est quoi? Comment donner accès au plus grand nombre à la technologie? Il a créé la tablette. La vôtre, c'est quelle question? Quelle est votre question? Quelle est la question? La question est partout. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter quelque chose? Lui, il a répondu à sa question. Il veut faire connaître la culture africaine par les jeux vidéo. Et j'espère qu'il aura un succès à la Rovio et que son jeu sera pu se télécharger un jour pour manger Birds. Enfin, ce que j'aimerais vous partager, c'était cela. Je vous dis merci. Vraiment, je crois qu'on n'en attendait pas tant. Et du coup, il m'a fait ressortir en fait une présentation. Je me suis dit, tiens, est-ce que, effectivement, c'est quoi un entrepreneur? Récemment, avec la Confégesse et le groupe des Amis de la Francophonie, on est à l'UF, il y avait eu un atelier et je vous invite à participer à ces trucs-là parce que c'est aussi là où vous êtes exposé à tous ces trucs, à tous ces concepts, à toutes ces approches. Vous avez le CETIP qui est là avec Yann, qui organise plein d'événements. Il y a un super truc qui arrive bientôt, le GITS. J'espère que Yann va nous en parler rapidement tout à l'heure. C'est avec des trucs, des événements comme ça, des rencontres de ce type. Il y a eu le Startup Weekend, il y a des différentes choses qui se font, il y a des incubateurs qui accompagnent, il y a différentes initiatives qui se mettent en place. C'est toute cette culture entrepreneuriale qui commence à prendre au Sénégal dans la sous-région. Avec la Confégesse, on a parlé de l'entrepreneuriat. Et donc, on a regardé qu'est-ce qu'était un entrepreneur. J'ai fait une présentation dessus et Véron nous a fait une démonstration par A plus B de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Tiré d'une étude de Ernst & Young à travers le monde pour décrire les traits d'un entrepreneur, l'ADN d'un entrepreneur, on va dire. On dit qu'on n'est pas entrepreneur, on ne naît pas pour naître, mais on le devient. La plupart des entrepreneurs sont issus à 54-58% d'une expérience qui les a exposés à quelque chose. Seuls 42% ont toujours été des entrepreneurs. La plupart ont démarré en 20 et 29 ans. Je ne sais pas à quel âge tu as démarré, Véron. C'est ça intéressant. Voilà. Moi, c'était à 19 ans. Les entrepreneurs se contentent rarement de créer une seule entreprise. Dans son histoire, il l'a dit. Il a fait quelque chose. Il a créé un petit truc. Il s'amusait pour lui, mais en fait, finalement, c'était quelque chose de sérieux. Il l'a revendu, il est reparti. C'est ce qu'on appelle un entrepreneur en série. Il crée, il a la volonté de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un petit nombre d'entrepreneurs qui en fait produisent la plupart des entreprises. Le principal obstacle à la réussite entrepreneuriale, c'est l'accès au financement. 33% des entrepreneurs ont dit que leur obstacle c'était l'accès au financement. Mais ça ne les a pas empêchés d'être des entrepreneurs. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et Véron l'a très bien illustré. Il faut se battre. Deuxième truc, et je suis sûr qu'il aurait pu s'étendre là-dessus, c'est les compétences. En fait, les entrepreneurs sont entourés de compétences, mais il l'a plus ou moins dit en disant qu'il a commencé à faire des recherches sur lui-même, savoir quelles étaient ses forces et ses faiblesses, et chercher à pallier aussi ses faiblesses par l'ajout de compétences ou en travaillant lui-même sur les trucs. Les choses intéressantes, on se rend compte aussi que les entrepreneurs s'entourent de collaborateurs surtout qui partagent leurs valeurs. Et c'est assez, souvent on n'en parle pas, on pense que voilà, il faut recruter celui